L'essentiel politique ce soir, c'est avec Arnaud Benedetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne. Dans un instant, on va revenir avec vous sur l'examen du budget à l'Assemblée nationale, un véritable parcours du combattant pour le gouvernement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu le reconnaît, son équipe peut chuter à tout moment. On évoquera aussi le vote surprise survenu jeudi sur l'accord franco-algérien de 1968. Il met l'exécutif dans l'embarras. Et puis on commentera le nouveau sondage Elab paru ce week-end. Il confirme la dynamique du Rassemblement national qui serait largement en tête de l'élection présidentielle si elle avait lieu aujourd'hui. Arnaud Benedetti, on commence donc avec le marathon budgétaire en cours à l'Assemblée nationale. Les députés ont notamment approuvé la défiscalisation des heures supplémentaires. Ils ont rejeté la taxe Zuckman et ils ont modifié l'impôt sur la fortune immobilière. Qu'est-ce qui finalement aura le plus marqué cette semaine d'examen ? La difficulté à avancer, in fine, avec des groupes politiques qui essayent chacun de leur côté de peser sur ce budget sans que l'on voit se dessiner la cohérence d'ensemble de ce projet de loi de finances qui sortira vraisemblablement fortement modifié de l'Assemblée nationale si on arrive jusqu'au bout de la discussion. Parce que le véritable enjeu pour aujourd'hui Sébastien Lecornu, c'est bien évidemment de pouvoir faire adopter un budget. Parviendra-t-il à le faire adopter à l'Assemblée nationale ? J'ai les plus grands doutes aujourd'hui. Il est fort possible qu'au regard des délais impartis, on reparte au Sénat sans qu'il y ait eu de vote. Ou en tout cas, s'il y a un vote, tout laisse à penser que le vote sera vraisemblablement négatif au regard de la composition de l'Assemblée nationale. Donc tout l'enjeu finalement de l'exécutif, c'est de gagner du temps. On sait très bien que si, une fois qu'il partira de l'Assemblée nationale et qu'il ira au Sénat, le Sénat modifiera profondément dans sa structure le projet de loi de finances tel qu'il a été retravaillé à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y aura, le parcours est long, il y aura une commission mixte paritaire qui pourrait être conclusive parce que il y a une majorité, en tout cas, dans cette commission mixte paritaire entre les macronistes et les républicains pour voter un budget. Mais ça pose toujours le problème du retour ensuite à l'Assemblée nationale. Et là, on ne voit pas comment un budget pourrait être adopté, notamment dans les délais. Donc, vraisemblablement, la stratégie aujourd'hui de Sébastien Lecornu et celle du président de la République aussi, Emmanuel Macron, c'est de gagner du temps pour arriver vraisemblablement à l'utilisation qui serait totalement inédite sous la Ve République de l'article 47, c'est-à-dire de finalement faire adopter un budget par ordonnance. Mais il y a quand même un sujet. C'est-à-dire que si, et d'ailleurs Sébastien Lecornu le dit lui-même, il peut à tout moment tomber. Il parle d'une stratégie de petits pas. Il reconnaît que son gouvernement peut tomber à tout moment, et lui, il est dans une gestion a priori au jour le jour pour l'instant. Il ne peut pas faire autrement, encore une fois, compte tenu des rapports de force et compte tenu de la faiblesse de sa coalition à l'Assemblée nationale. Il est de toute façon, il en prend acte, minoritaire. C'est la raison pour laquelle il a dit d'ailleurs qu'il n'utiliserait pas le 49.3 et qu'il laisserait l'Assemblée nationale débattre et co-construire avec l'exécutif ce budget. Le problème, c'est qu'on voit que ce budget, pour l'instant, dans son cheminement, est plein de contradictions entre les plus libéraux qui vont défiscaliser les heures supplémentaires, ceux qui vont rétablir une sorte d'ISF très light et d'ailleurs l'exciper comme une forme de succès entre le Rassemblement national, le MoDem et le PS. Ce budget d'une certaine manière, est le budget de tous les paradoxes qui est finalement qui reflète assez bien la composition de l'Assemblée nationale. Il y a un autre sujet qui a fait beaucoup de bruit cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est ce vote pour dénoncer l'accord migratoire de 1968 qui avait été conclu avec l'Algérie. C'est un accord qui facilite l'immigration algérienne en France. Le vote à l'Assemblée, il est essentiellement symbolique, mais il a pris de court le gouvernement. Comment on en est arrivé là exactement à ce que ce vote puisse passer? C'est une surprise et ça n'en est pas une. C'est une demi-surprise, dirons-nous. Parce qu'il y avait clairement, au regard des positions des uns et des autres, une majorité arithmétique sur le plan parlementaire pour finalement voter cette proposition de résolution.
On a vu que cette fois-ci, et c'est une première, parce que c'est la première fois que le Rassemblement national voit l'un de ses textes voté à l'Assemblée nationale, mais on a vu que du côté de LR et du côté du groupe Horizon, qui est censé faire partie, je le rappelle encore, du bloc central, les députés se rallient à la position du Rassemblement national. Ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est finalement la stratégie en creux des macronistes qui se sont abstenus ou qui ont déserté l'hémicycle, parce que eux aussi, pour un certain nombre d'entre eux, étaient quand même favorables à cette proposition, en tout cas favorables en tout cas à la remise en cause de cet accord de 68. Donc si vous voulez, sur le plan de la logique politique, ce n'est pas très surprenant. Ce qui est en effet plus surprenant, c'est que comme le texte était porté par le Rassemblement national, on pouvait considérer qu'il partait avec une forme de handicap et qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que les LR, mais surtout le groupe Horizon, s'associent à ce vote. Ils l'ont fait. C'est un précédent. Ils l'ont fait parce que, aussi, pour un certain nombre d'entre eux, ils savent qu'une grande partie de l'opinion est favorable à cette abrogation, ou en tout cas cette remise en cause de l'accord. Et c'est vraisemblablement ce qui a beaucoup joué dans le vote des parlementaires qui n'étaient pas les parlementaires du Rassemblement national, mais qui se sont associés à ce vote. Et plus de 70% des Français favorables à ce vote, selon un sondage ELAB. On en vient à un autre sondage ELAB qui vient de sortir sur la présidentielle 2027. À ce stade, Jordan Bardella et Marine Le Pen survolent la course. Jean-Luc Mélenchon, lui, remonte. Édouard Philippe décroche. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des Français à moins de 2 ans de la présidentielle? Alors c'est vrai que c'est loin encore. Les sondages, à 3 mois parfois de l'élection présidentielle, voient leur annonce déjouée par les résultats. Là, en l'occurrence, ça dit quelque chose sur un rapport de force politique qui est très en faveur du Rassemblement national. La situation finalement issue du résultat des élections législatives de 2024, loin d'avoir handicapé le Rassemblement national, l'aura vraisemblablement renforcé. Et la difficulté que les partis de gouvernement ont à s'entendre justement pour bâtir un compromis à l'Assemblée nationale renforce finalement, là aussi, presque mécaniquement, cette dynamique du Rassemblement national qui était déjà très forte. On s'en souvient quand même lors des élections européennes de 2024 et des élections législatives de 2024 également. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus surprenant dans ce sondage, enfin le plus surprenant, en tout cas le plus significatif, c'est l'écart qu'il y a entre le candidat, quel qu'il soit, du Rassemblement national, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, et le second. On voit que c'est presque plus de 20 points d'écart, ce qui est considérable, ce qui donnerait, si on devait voter là, dans les semaines qui viennent, un avantage comparatif tout à fait évident pour le Rassemblement national, qui pourrait bénéficier, qui plus est, d'un report de voix des autres candidats de droite. Ça dit aussi quelque chose, finalement, que si le Rassemblement national fait très largement la course en tête, de l'autre côté, parmi les poursuivants, il y a une sorte de peloton où finalement on ne voit pas une figure pour l'instant se détacher, si ce n'est quand même, il faut le noter, et ça c'est assez intéressant à observer, c'est que du côté de Jean-Luc Mélenchon, finalement, il y a une progression. Il y a une progression, non pas au regard des résultats qu'il fait lors d'un premier tour, des résultats effectifs, mais par rapport aux sondages, en général, avant l'élection. Donc, l'idée, si vous voulez, que certains mettent en avant que l'on pourrait se retrouver avec un second tour entre, d'un côté, le candidat de la France Insoumise et le candidat du Rassemblement national, n'est pas une hypothèse qu'il faut totalement écarté, mais d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses. Un mot de Jordan Bardella, qui fait mieux que Marine Le Pen, selon les différentes hypothèses proposées, et il fait mieux en intention de vote. Comment vous expliquez cette dynamique ? Vraisemblablement parce qu'il arrive à rallier un électorat jeune, c'est une chose, et peut-être que compte tenu du discours économique qui est le sien, des signaux qu'il envoie, notamment au patronat, il peut vraisemblablement être un peu plus performant dans cette frange de l'électorat de droite qui rejoint les constats du Rassemblement national sur les sujets régaliens, mais qui est plus en réserve sur les sujets économiques.
Donc là, vous avez deux paramètres vraisemblablement qui expliquent, en tout cas à l'heure où l'on parle, ce différentiel qui est quand même relatif, puisque c'était 1 point ou 1,5 point entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Merci beaucoup Arnaud Benedetti pour cette analyse. C'était l'essentiel politique. Tout de suite, vous retrouvez Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique et on se retrouve juste après.